Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinefiles pour cette critique d'un film que j'attendais beaucoup, Cloud Atlas. Un film sorti en 2012 aux États-Unis qui est sorti en France en 2013. C'est un film de Andy et Lana Wachowski, donc les réalisateurs de Matrix. Et ils se sont associés avec un réalisateur allemand, Tom Tykwer, qui avait fait avant Cours Lola Cours. Et ils s'attaquent un roman Cloud Atlas écrit par David Mitchell, réputé inadaptable au cinéma. Alors c'est un film avec plein d'acteurs assez connus, Tom Hanks, Al Bury, Hugo Weaving, Jim Sturgess, Baedona et encore Ben Whishaw, le Q modèle jeune dans Skyfall. C'est un film qui a coûté très cher, 100 millions de dollars, et il n'en a récolté que 110 pour l'instant dans le monde, mais il est encore en cours d'exploitation. Ce film dure 2h52, c'est très long, et qu'est-ce qui se passe pendant ces 2h52 ? Eh bien, c'est un petit peu difficile de vous en parler. Le synopsis de ce film, c'est peut-être un des films les plus compliqués à résumer. On va dire que c'est 6 intrigues séparées dans le temps qui sont entremêlées dans un montage très compliqué. C'est le parcours d'un notaire rencontrant des aborigènes vers 1850. C'est aussi l'histoire d'un musicien homosexuel se mettant au service d'un compositeur autrichien dans les années 1930. C'est l'enquête d'une jeune journaliste des années 70 pour déjouer le complot d'une centrale nucléaire. C'est l'histoire également d'un éditeur enfermé à ses dépens dans une maison de retraite à notre époque. C'est l'émancipation d'un clone dans un néo-Séoul futuriste. Et c'est enfin une apocalypse qui entraîne l'humanité vers une sorte de régression vers un âge préhistorique. Donc tout ça dans le même film. Et donc c'est un projet très ambitieux, et c'est, je pense, un authentique cauchemar d'adapter un livre pareil. Alors je vais parler de beaucoup de choses, mais je ne pourrai pas parler de tout. C'est un film très riche, et peut-être que j'oublierai de parler de certaines choses dans ma critique. Donc voilà. Alors au niveau de l'histoire, après les délires visuels que les Wachowski nous avaient proposés avec Speed Racer, et ils tentent une nouvelle façon de raconter des histoires, en plaçant le montage comme une sorte de composante essentielle d'une sorte de symphonie d'histoire. Donc on utilise dans ce film le montage parallèle. Le montage parallèle, c'est un montage d'alternance entre des histoires, mais avec une différence de temps dans le récit. Avec voilà les voix off des personnages qui traversent les différents temps. C'est très compliqué, et finalement, au lieu de nous raconter 6 histoires différentes, eh bien le film nous en racontera une seule dont les fragments se répercutent à travers le temps et l'espace. Nous avons un narrateur général qui nous narre tout. Donc c'est Tom Hanks au début du film, et puis on plonge avec lui dans le temps. Il n'y a pas une des histoires qui est plus importante que les autres. C'est le parcours personnel d'un personnage, dans celle d'un autre, dans le passé ou dans l'avenir. On met au moins 30 minutes à s'y retrouver. On est assez paniqué d'ailleurs au début du film parce qu'on comprend pas tellement. Mais le film quand même s'étale sur 2h52. J'avais l'impression vraiment, à cause de la densité, d'avoir vu un film de 6 heures. On nous transporte dans des mondes très différents. On alterne les situations jusqu'à une espèce de climax et après on redescend progressivement. Dans ce film, il est question de la révolte des minorités entre les noirs, les homosexuels, les vieux, vous verrez à un moment, c'est assez amusant, les clones. C'est aussi une question de karma, c'est aussi une question dans certaines histoires de l'art comme moyen de se transcender. C'est un peu grandiloquent, mais il y a beaucoup de références à l'art, il y a beaucoup de clins d'œil à l'histoire du cinéma, notamment à des films de genre, au Soleil Vert qui est aussi un film de science-fiction très intéressant, à Matrix, donc les Wachowski se sont auto-cités. On a aussi ici une magnifique performance du fond vert qui nous permet de créer des environnements de pièces. C'est très intéressant. Donc on fait une référence à une technique qu'ils ont eux-mêmes utilisée dans le film, mais dans le film c'est pour créer, on a des pièces toutes pourries, et puis tout d'un coup cette pièce toute pourrie elle devient super clean et presque du 4 étoiles et tout ça. Donc je trouve c'est super intéressant. Il y a aussi une référence au cinéma qui est assez énorme. C'est un vieux film qui trouve dans le monde des clones, un vieux film en visiorama
3x4 x 3D ou un truc comme ça avec Tom Hanks qui joue un espèce d'avocat. Enfin, c'est super marrant. Bien sûr, ça fait référence à ces grands formats de cinéma, Cinérama, Cinémascope, etc. Donc, je trouve que c'est assez amusant comme ils font la référence au cinéma même. Alors ensuite, au niveau des personnages, ce qui est aussi super jouissif, c'est que les acteurs, ils jouent plusieurs rôles à travers les âges. C'est pas évident de les reconnaître. C'est finalement une sorte de Où est Charlie? C'est ça. C'est très stimulant, et pour l'acteur, et pour le spectateur. Et ce côté, voilà, caméléon dans les 6 histoires, le film l'assume de bout en bout. Ça permet aux acteurs de jouer plusieurs rôles, et donc de jouer des choses assez différentes. Donc c'est toujours bien pour l'acteur. Et bien sûr, il y a un énorme travail de maquillage. Donc ça marche très très bien. Alors, au niveau même de la mise en scène, ils s'amusent comme des fous dans les transitions entre les époques. Le film est bien réalisé, hein, il est très très propre, c'est très clean. Les Wachowski fonctionnent toujours comme ça, c'est très clean. Mais au niveau des transitions entre les époques, on joue tout le temps sur des motifs. Alors il y a des motifs esthétiques, par exemple à un moment il y a des trompes d'eau qui emportent des gens, et après on bascule dans une autre histoire où il y a quelqu'un qui est dans l'eau. Voilà des rimes visuelles, mais aussi des rimes sonores. À un moment nous sommes à cheval, donc on entend le bruit du cheval, et puis le bruit du cheval devient tout d'un coup le bruit d'un train, donc on bascule sur une autre histoire, plus contemporaine. Donc ça marche très très bien. Nous avons bien sûr des motifs narratifs, parce que c'est les personnages qui lient le récit d'un autre. Thématique, l'éditeur qui est dans la maison de retraite et le clone qui est enfermé dans sa cellule sont voilà tous les deux emprisonnés, mais il y a également aussi des motifs symboliques, c'est-à-dire par exemple il y a quelqu'un qui meurt et après dans le plan suivant il y a une porte qui s'ouvre. Donc ils s'amusent comme des petits fous avec plein de transitions sur les jeux de correspondance entre les mises en scène de toutes ces histoires. Et finalement, c'est un film qui questionne et qui nous parle du récit même, qui pourrait demeurer à côté de films comme l'Odyssée de Pi que nous avions eu, ou encore les films de Terrence Malick. Et inévitablement, pour ceux qui connaissent un petit peu le cinéma, il y a une comparaison qu'on peut faire assez facilement avec un grand film américain de David Ward Griffiths, Intolérance, qui était sorti en 1916, ça nous rajeunit pas, et qui fut un gros four à son époque. C'est un film qui coûtait très très cher et n'avait pas marché au cinéma. Donc malheureusement, Cloud Atlas, il est bien parti pour faire un bid parce qu'il n'a pas du tout marché aux États-Unis, mais il n'est pas encore totalement sorti en Europe, donc il devrait s'en sortir, mais il paraît qu'il a bien marché en Russie, donc moi je souhaite qu'il fonctionne vraiment très bien. Alors c'est un film intellectuel parce que ça nous pose des questions voilà, sur l'homme, sur le récit, sur le cinéma même, et le public européen serait potentiellement plus ouvert à ce genre de film où il faut un petit peu réfléchir par rapport au public américain qui préfère les films d'action. Alors il y en a qui disent qu'il est creux et prétentieux. C'est sûr, avec un sujet comme ça, il faut avoir un peu de prétention et relever le défi. Mais à dire qu'il est creux, je me demande ce que la personne regarde dans ce cas-là, parce que c'est un film assez fort, même au niveau de l'histoire, technique, tout ce qu'ils veulent raconter, ils ont quand même réussi à faire quelque chose de cohérent. Donc ça, c'est très très fort. C'est prétentieux, mais ils y arrivent. Et quelque chose de creux, mais on se demande ce que c'est. Le problème finalement, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'action. Et que finalement c'est un film très ambitieux, voire même aussi ambitieux qu'ennuyeux, si on peut s'exprimer ainsi. Et le problème c'est que l'alternance entre toutes ces scènes, ça diminue un peu l'immersion. Et donc les émotions, c'est pour ça qu'on peut penser à quelque chose de creux. L'émotion est atténuée parce qu'on n'arrive pas à bien suivre le rythme émotionnel de chaque histoire, mais à force, dans la durée, ça vient doucement et je crois qu'à partir de la moitié du film, on peut vraiment pleinement savourer le film parce qu'on a pris nos repères, j'ai compris la logique du film et donc après j'étais pleinement dedans. Alors bien sûr c'est un exercice un petit peu déroutant parce que ça nous pousse non seulement à suivre 6 intrigues à la fois, mais aussi à essayer de les raccorder les unes aux autres. C'est un processus délicat. Mais je pense que ça ne sert à rien de chercher à tout comprendre tout de suite. Il faut laisser le film nous saisir et nous faire comprendre sa logique. Si je devais lui mettre une note, eh bien franchement, pour l'expérience si rare de cinéma et ce gigantesque mix des genres,
eh bien on pourrait dire que les conventions sont faites pour être transcendées. Et quant à moi, je lui mettrai un 18 sur 20, oui carrément. C'est l'odyssée d'un récit absolument bluffant. Ça fait partie de ces films qui pour moi repoussent un peu plus les limites du cinéma et qui sont presque en avance sur leur temps. Avec les Wachowski, on commence à être habitué, avec Matrix et Speed Racer. Après tout, de la trilogie Matrix à Speed Racer, le cinéma des Wachowski a toujours consisté à rendre intelligibles et concrets des concepts philosophiques abstraits, ce qui est le cas ici. Encore une fois, c'est une œuvre qui, à mon avis, en avance sur son temps, qui n'est pas compris et pas accepté aujourd'hui, mais avec du recul, ce film va être jugé comme un bon film, parce que c'est le cas. Tout simplement. Enfin, pour moi, c'est vraiment un film qui est excellent et moi, je vous encourage vivement à aller le voir. Voilà, j'ai terminé cette critique. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura donné envie d'aller voir ce film. Et puis, si peut-être je peux vous indiquer encore une raison supplémentaire d'aller voir ce film, c'est qu'il y a un moment, une référence à David Hasselhoff dans le film. Alors, il faut voir ce moment, il est super marrant. Donc, ouais, vraiment, allez voir ce film, il est vraiment bon. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en revenant de la séance. Si vous croisez ma critique, n'hésitez pas à poster des commentaires pour donner votre avis. Et quant à moi, eh bien, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, pour de nouvelles critiques et pour de nouvelles analyses. Allez, salut!